Bonsoir. Pour une émission exceptionnelle, en tous les cas à cette heure-ci sur Arte, nous sommes en direct de la place de l'Aubette, place Kléber à Strasbourg, pour le 5e carrefour des littératures européennes, acteurs de ces rencontres. Une cinquantaine d'écrivains venus de toute la planète et thème de ces rencontres de cette année, la constitution d'un parlement international composé d'intellectuels. L'appel a déjà été signé par 200 d'entre eux. L'initiative de Christian Salmon, qui est le directeur de ce carrefour des littératures, a permis d'actualiser le thème de l'engagement des intellectuels, et c'est ce thème que nous avons retenu pour titre Intellectuel 93, de quoi je me mêle. Alors, pour en parler avec nous, une série d'écrivains connus internationalement et qui ont participé pendant ces 4 jours au débat ici à Strasbourg. Tout d'abord, Susan Sontag, qui est écrivain américaine, engagée, féministe. Elle revient de Sarajevo. Friedrich Schorlemer, qui est pasteur, mais surtout écrivain allemand et qui vient de recevoir le Grand Prix des libraires allemands qui consacre les plus grands auteurs de ce pays. Édouard Glissant, écrivain, poète, antillais, étonnant, partie du métissage culturel. Jacques Derrida, philosophe, qui est docteur honoris causa de l'université de Cambridge, sans doute plus discuté en France qu'à l'étranger, mais nous en reparlerons sans doute. Pierre Bourdieu, enfin, professeur au Collège de France, sociologue de réputation mondiale et auteur d'un ouvrage récent, Les règles de l'art, consacré en partie à l'engagement des intellectuels. Avec eux et avec d'autres peut-être, nous aborderons la deuxième partie de cette émission, mais auparavant, honneur à l'invité exceptionnel de ce carrefour des littératures, qui est le dernier prix Nobel. Il s'agit de Toni Morrison, qui est romancière américaine, essayiste, professeure de littérature à l'université de Princeton, et qui est aussi éditrice, entre autres, de Mohamed Ali, Cassius Clay, de Angela Davis. Alors, première question, Toni Morrison, je rappelle que c'est la première fois que nous vous voyons sur un plateau de télévision en France. C'est une question sans doute que l'on vous a souvent posée. Comment on se sent quand on apprend qu'on vient d'avoir le prix Nobel de littérature? Il m'a fallu un petit moment avant de ressentir quoi que ce soit. J'étais un peu incrédule. Et puis ensuite, ça a été un sentiment formidable. Alors, vous recevrez le prix à Stockholm, je répète, le 10 décembre prochain. Vous ne l'avez pas encore reçu, donc autant dire que la notoriété considérable qui est la vôtre, ou qui va être la vôtre désormais, n'a pas suffi pour familiariser les gens qui nous regardent, ou la plupart d'entre eux, avec votre personne et avec votre œuvre. C'est pourquoi nous allons vous présenter un portrait en images de Catherine Marie de Grasse et de Bettina Schmidt-Mathisson. Regardez, ça vous concerne de près. Har vi beslutat att årets Nobelpris i litteratur går till den amerikanska författarinnan Toni Morrison. En apprenant qu'on lui attribuait le prix Nobel de littérature, Toni Morrison a remercié Dieu que sa mère soit encore en vie. Car c'est peut-être grâce à sa mère, militante active des droits civiques des Noirs, que la jeune Chloé Anthony Wofford, née pauvre en 1931 dans une ville industrielle de l'Ohio, découvre sa vocation, écrire. Devenue Toni Morrison, elle mène de front sa vie de famille et sa profession d'écrivain continue chaque jour à se lever à l'aube. Elle travaillera pendant 20 ans comme lectrice de littérature afro-américaine avant de devenir éditeur et professeur d'université. Toni Morrison a écrit 6 romans et de nombreux essais. Dans chacun d'eux, elle ressuscite la mémoire oubliée, bafouée, de ces femmes et hommes misérables soumis à la violence. Le prix Nobel la récompense parce qu'elle n'a cessé de lutter par l'écriture pour réhabiliter l'histoire du peuple noir. Pour son roman Beloved, elle recevait le prix Pulitzer en 1988. Son combat est un soutien pour tous les Noirs américains. Toni Morrison, la Black Mama, leur raconte l'histoire déformée de la culture africaine. Elle les lance à la recherche de leurs racines. L'esclavage, la pauvreté, le racisme quotidien. Les humiliations que leur font subir les Blancs, sans oublier la violence entre Noirs. Mais Toni Morrison, c'est aussi l'écriture d'une femme. Avec sensibilité, elle lutte contre cette autre discrimination, celle dont est victime la petite fille, l'adolescente ou la femme. C'est maître à penser William Faulkner ou Duke Ellington. Son dernier roman s'appelle Jazz. Avec ce prix Nobel, elle espère que la littérature afro-américaine ne sera plus le chant du cygne d'une minorité ethnique, mais une littérature à part entière.
Toni Morrison, permettez que je récapitule quelques dates et quelques faits. 1992, prix Nobel de littérature d'Eric Walcott, antillais. 1993, prix Nobel de littérature Toni Morrison. Prix Nobel de la paix 1993, Nelson Mandela est président de Claire, pour avoir, entre autres, rétabli la dignité des Noirs en Afrique du Sud. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand on met bout à bout toutes ces informations, que le regard que porte le monde blanc sur les Noirs aujourd'hui est en train de changer? Oui, peut-être, d'une certaine façon, mais je n'en suis pas sûre. Vous avez cité un certain nombre de personnalités. Je ne sais pas si c'est en raison de leur choix. Je ne sais pas si l'on a voulu honorer la personnalité exceptionnelle de Mandela. Bon, je pense que de toute façon, il est le seul leader dans le monde qui ait prôné la négociation comme solution et non la violence. Et je ne connais pas d'autres leaders dans un pays agité qui ait prôné la même solution que lui. C'est ça qui est extraordinaire. Et cette violence, dans le cas d'espèce, est une violence raciale, c'est vrai, cela est tout à fait préoccupant. Ceci dit, il y a d'autres types de violences dans le monde. Nous assistons à toute une série de manifestations de violence entre personnes d'une même race, entre autres. Alors j'hésite, quant à moi, un peu à faire de ces lauréats des lauréats qui auraient été distingués en fonction de leur race. C'est un moyen pour moi aussi d'actualiser la question par rapport à votre propre œuvre, puisqu'il est d'une certaine manière de notoriété maintenant publique, que vous avez consacré la grande partie de votre œuvre à raconter ce drame que fut l'esclavage des Noirs. Alors je voulais dire par là, est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de raconter cet épisode du peuple noir qu'auparavant? Est-ce que vous avez plus de chances d'être écouté, à votre avis? Sans doute, oui. Oui, je pense que si Beloved avait été écrit il y a 30 ou 40 ans, n'aurait pas été compris de la même façon qu'aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il a fallu très très longtemps avant que les gens comprennent ce qu'était l'oppression raciale et se rendent compte de ce que cela représente. Et on aurait pensé que c'était exagéré, que c'était trop sensationnel, que c'était de la propagande. Entre-temps, on en sait plus. Entre-temps, on sait de quoi l'être humain est capable. Et on sait ce dont il est capable à une grande échelle dans le monde. On sait ce dont l'être humain est capable partout, dans tous les domaines, qu'il s'agisse des relations entre hommes et femmes, relations avec les enfants, tous les abus qui sont commis. Bref, tout cela se sait entre-temps. Et tout ce qui était le quotidien à l'époque de l'esclavage est connu entre-temps. On sait que ce n'est pas de faire de l'exotisme, dire quelque chose d'exagéré. Bon, prenez maintenant un gouvernement, un système social donné dans lequel effectivement il existe le viol, il existe les violences sexuelles contre les enfants. Et où tous ces problèmes se posent régulièrement et on sait entre-temps que ce n'est plus le propre des Noirs. Alors quand vous avez reçu le prix Pulitzer pour Beloved justement en 1988, vous avez déclaré je sais que je ne peux pas changer l'avenir, mais que je peux changer le passé. Et d'ailleurs c'est ce que vous faites, puisque d'une certaine manière vous racontez ce passé et vous le faites connaître. Et alors de tous les livres moi que j'ai pu lire vous concernant, j'ai retenu surtout Beloved, évidemment Pulitzer 88, une histoire de femmes noires. Vous permettrez, si je déforme, parce que évidemment je vais à l'essentiel, de femmes noires du temps de l'esclavage. Beloved est le nom d'un enfant étranglé par sa mère, fils, étranglé par amour pour lui éviter d'avoir à subir entre les mains des Blancs l'esclavagisme, ce qu'elle-même et son peuple ont subi jusque-là. Alors Beloved qui revient sous forme de fantôme dans la vie de Sis, c'est le thème du roman. Je ne raconte pas la suite, je laisse au lecteur le soin de deviner. Alors j'ai lu ce livre et dans ce livre, il y a une image, Toni Morrison, qui m'a marqué et j'ai l'impression que je vais la garder longtemps dans la tête. C'est cette image des traces laissées sur le dos de Sis, qui est la trace du fouet, qui a dessiné des branches, un arbre avec des bourgeons. Et cette image revient sans cesse dans ce livre et j'aimerais, pour donner un aperçu de ce qui est écrit dans votre livre, parce que c'est une très grande écriture en même temps, que vous lisiez ce passage. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr, volontiers.
Thank you. Safa couldn't move. She couldn't lie on her stomach or her back. And to keep on her side meant pressure on her screaming feet. Amy spoke at last in her dream walker's voice. It's a tree, Lou. A chokecherry tree. See? Here's the trunk. It's red and split wide open, full of sap. And this here's the parting for the branches. You got a mighty lot of branches. Leaves, too, look like. And darn if these ain't blossoms. Tiny, little cherry blossoms, just as white. Your back got a whole tree on it, in bloom. What God have in mind, I wonder. I had me some whippings, but I don't remember nothing like this. Mr. Buddy had a right evil hand, too. Voilà, pas de traduction, c'était pour nous une manière à la fois de rendre hommage à la langue que vous écrivez et puis en même temps de vous entendre sans voix au-dessus. J'ai dit que votre œuvre était une révélation de l'esclavage. On en voit la trace avec cette description. Il y a bien d'autres choses qu'on découvre dans votre livre. Les Noirs qu'on utilisait comme bêtes de trait, le mort qui déformait la bouche quand il tirait la charrue, les cages dans lesquelles il dormait, les femmes que les maîtres blancs violaient, le lait qu'on leur volait pour le donner aux enfants blancs, les hommes que l'on pendait. C'est tout ça qu'on découvre dans votre livre. Comment avez-vous recueilli cette histoire? Quelle a été la source pour raconter cette histoire? Well, I did a lot of research because I was under the J'ai fait de impression nombreux travaux de recherche. that historical period, and I De toute learned façon, je connais cette période historique très bien two things. One, et j'ai opté pour une double démarche. Bon, il s'agit d'une part de décrire l'esclavage et ce qu'elle a représenté pour les individus au point de vue intime et l'esclavage et de montrer ce qu'était l'esclavage en tant qu'institution. you had to go out in the back and actually. Bon, effectivement, je pense que pour comprendre l'esclavage, il faut remonter très loin, il faut procéder à toute une série d'ajustements pour bien voir ce que c'était. I'm sure it's a consequence of, the Inquisition. Bon, très certainement, cela remonte à l'Inquisition, toute la mise au point de différents instruments de torture. Creative, triumphant Et strides. il faut effectivement se demander comment cela fonctionne et comment les gens sont capables de fonctionner. Il faut comprendre cette atroce violence By and large, successful effort. qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné et il faut se demander comment assumer sa responsabilité vis-à-vis des enfants, leur apprendre à s'entraider, s'aimer les uns les autres. C'est de cela que dépendait leur survie. Description of what Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de décrire très précisément ce qu'était la vie quotidienne des esclaves. Je dis l'histoire, c'est une partie de cette histoire effectivement qui est véhiculée par la tradition orale que les Noirs transmettent de génération en génération, mais c'est une histoire qui n'est pas si lointaine. Elle vous concerne directement puisque dans ce livre aussi, vous décrivez des épisodes dont vous avez été vous-même la victime. Je pense par exemple à cet incendie d'une maison dans Beloved. C'est une histoire qui vous est arrivée à vous personnellement, je crois, quand vous étiez tout enfant. it's true. Oui, tout à fait. But, Je ne me rappelle plus d'ailleurs. Mais ça s'est passé. fire at the house in which we Et effectivement, la maison dans laquelle nous habitions a été incendiée. Je devais avoir 2 ans et demi. Ça, c'est effectivement faire des gens des victimes. Ils sont efficaces. Alors, vous dites dans cette histoire, et vous n'êtes pas la seule, que l'histoire du peuple noir n'est pas connue, que ces massacres, d'une certaine manière, cette injustice qu'on leur a fait subir n'est pas su du monde. Comment expliquez-vous qu'à l'inverse d'autres du génocide des Juifs, par exemple, de ce qui est fait à un certain nombre de minorités, il est difficile pour les Noirs aujourd'hui de faire entendre cette histoire-là? Comment expliquez-vous cela? I think it's known.
Si l'histoire est connue, me semble-t-il, si je pense que depuis un certain temps, on sait, bon, je veux dire, il y a eu toute une littérature qui a été publiée sur l'esclavage et je dois dire toute une série d'anciens ex-stables ont écrit et je veux dire, il y avait cela circulait, je veux dire, en 1850, il y avait des ouvrages qui circulaient qui étaient très populaires à l'époque dans lesquels les gens disaient les conditions de vie qui étaient les leurs et bon, je pense que l'information circulait. Bon, le problème était plutôt peut-être la façon d'assimiler cette information. Était-elle bien acceptée? Bon, c'est un problème de conscience et j'ai l'impression que les Américains avaient bonne conscience. Je veux dire, l'Amérique était censée de toute façon avoir bonne conscience. On tournait les regards vers l'avenir de toute façon. Le passé, c'était autre chose. Le passé appartenait au passé. Il fallait se tourner vers l'avenir. Alors c'était peut-être plutôt un problème d'internaliser le passé. Et bon, peut-être effectivement que l'information n'a pas n'a pas circulé dans l'ensemble du pays, alors que maintenant, ça, c'est possible. Je suis plus précis. Édouard Glissant, hier, dans un débat ici même, je le cite, a déclaré « L'humanité n'a pas encore officialisé cette immense ponction qui s'est opérée en Afrique au nom de l'esclavage ». La question est plus précise. L'humanité n'a pas officialisé cette immense ponction qui s'est opérée en Afrique au nom de l'esclavage. Oh, absolutely. Oui, tout à fait. Il a raison. Bon, prenez Beloved. Vous avez une enfant qui est une enfant morte qui néanmoins a son histoire. Et je pense que cette histoire est tout à fait exemplaire et renvoie finalement à l'histoire des Noirs transportés d'Afrique aux États-Unis. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a voulu ignorer tout cela. Et on n'a pas voulu savoir les circonstances précises. Et je pense effectivement que c'est un des phénomènes historiques les moins bien analysés. Et bon, je pense effectivement que ces transferts de population ont très peu été analysés en termes économiques et autres. Toujours dans Beloved, que j'ai choisi effectivement pour parler de votre œuvre ce soir, vous faites dire à l'un de vos personnages « La seule malchance dans ce monde, c'est les Blancs ». Est-ce qu'une partie de vous-même pense cela? Je ne veux pas que vous me rendiez responsable des dialogues entre mes personnages. Bon, je les travaille pendant des mois et des mois, pendant très longtemps. M'en rendre responsable, non, franchement, c'est peut-être quand même un peu beaucoup, non? Je vous rends pas responsable, je vous demande simplement si une partie de vous-même pense cela, mais vous y avez répondu. Dans la plupart de vos romans, et donc y compris dans Beloved, mais c'est aussi le cas dans Sula, ce sont les femmes qui tiennent le devant de la scène. Et ce sont les femmes noires. Est-ce que c'est une manière pour vous de signifier que si la communauté noire aujourd'hui continue d'exister en tant que communauté, c'est grâce à elle plutôt qu'aux hommes noirs? Est-ce que c'est un hommage d'une certaine manière que vous leur rendez? Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien effectivement que cela soit considéré comme un hommage aux femmes. Ceci dit, cela ne dépend certainement pas, cela ne se fait pas au détriment de l'homme noir, sûrement pas. Bon, je ne voudrais pas de hiérarchie des pouvoirs dans la communauté, dans la société. Est-ce que l'homme vient d'abord ou la femme? Non, non. Bon, personnellement, j'ai connu les hommes de ma famille qui avaient une très bonne opinion d'eux-mêmes, qui se sentaient particulièrement brillants, mais on en discutait, je veux dire, bon, on était de toute façon une famille pauvre. On ne pouvait peut-être pas se payer le luxe de cette lutte femmes et hommes. Bon, c'est mon père qui nous gardait quand ma mère allait travailler, c'était aussi simple que ça. Donc dans mes ouvrages, en fait, je n'essaye pas d'établir une hiérarchie, de voir certains au-dessus d'autres. Non. Non, si un de mes personnages a une certaine puissance, un caractère intéressant, j'aimerais bien que ce ne soit pas au détriment d'un autre personnage. Et j'espère, effectivement, c'est quelque chose que je n'aime pas dans les romans des autres et j'espère ne pas tomber moi-même dans ce travers. Je peux vous raconter une histoire personnelle? J'étais à Philadelphie il y a 2 ans
Et j'avais rencontré un chauffeur de taxi noir qui est par la suite devenu un ami. Et c'était à la suite des émeutes de Los Angeles, il y a un an. Et je lui avais dit, je comprenais pas. Je lui avais dit pourquoi, dans ces histoires, les minorités coréennes et autres réagissent en tant que minorité, en tant que communauté, et pas les Noirs. Il n'y a pas de réflexe communautaire dans des affaires comme celle-là. Et il m'avait répondu la chose suivante. Il m'avait dit, vous savez, moi j'ai un fils, je suis chauffeur de taxi, j'ai un fils, il est devenu avocat. Et depuis qu'il est devenu avocat, je le vois plus. Question? Vous avez une question? Vous voulez me poser une question? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il voit juste? Ou c'est un exemple particulier qui n'engage pas... Bon, ce que je puis vous dire, c'est que la famille noire est attaquée depuis le départ. On a toujours été un objet de curiosité. On se demande toujours soit pourquoi la famille noire existe, pourquoi elle n'existe pas, si elle est pathologique, si elle est saine. Je veux dire, la société passe par la famille. De toute façon, vos enfants ne vous appartiennent pas, votre mari ne vous appartient pas non plus. Alors... Bon, les Noirs ont toujours beaucoup insisté sur leurs liens familiaux. Alors, bon, votre chauffeur de taxi qui dit « je ne vois plus mon fils ». Bon, ben d'accord, son fils est avocat entre-temps. Bon, il y avait un lien. Le lien qui existe entre le père et le fils explique que le fils ne vient plus, à mon avis. Bon, je ne pense pas que ce soit représentatif de la famille noire. Et peut-être d'ailleurs votre question était-elle plus innocente que ce que j'imagine actuellement. Bon, vouloir étiqueter la famille noire, vouloir en faire je ne sais quoi, non, je ne sais pas. Bon, quand je pense à ma jeunesse, je me souviens d'un homme qui jetait des pamplemousses à la figure de sa femme quand il n'était pas satisfait. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Bon, c'est quelque chose qui ne va pas. Il y a d'autres choses qui ne vont pas. Moi, je pense à certaines parades de blancs. Ça peut mener loin. Non, rien de plus que vous venez de dire est bien de dire en plus. Dans Playing in the Dark, votre dernier ouvrage, qui est un essai en même temps, vous passez en revue toute la littérature blanche de ce siècle. Vous parlez de Twain, vous parlez d'Edgar Poe, vous parlez d'Hemingway et de Faulkner, et vous affirmez dans cet essai que cette lecture révèle de leur part, j'allais dire, d'un inconscient raciste. Je trouve que vous y allez un peu fort. Vous n'êtes pas un peu injuste là-dessus? If I'd said that, that would be untrue. Oh ben, ce serait faux si j'avais dit cela. Non, j'ai certainement pas parlé de racisme. D'inconscient raciste. I am not interested in whether any of those writers were. Mais ça ne m'intéresse pas d'ailleurs de savoir si ces écrivains étaient racistes, abolitionnistes ou quoi que ce soit. Non, c'est pas là que se situe le débat. Bon, ce qui est important, c'est de voir que le langage transporte la domination raciale en lui-même et à ses propres valeurs qu'il véhicule. Alors il est important pour cette raison d'étudier le langage, étant entendu que les écrivains se situent dans un monde donné, Hemingway, Melville, tous ces écrivains, et il est bien évident qu'ils reflètent dans leur langage le monde qui les entoure, qu'ils font un certain nombre de choix. Alors ce qui est important, c'est d'aborder la littérature américaine non seulement sous l'angle du mâle blanc, il faut qu'elle soit autre chose. Alors, toujours dans Beloved, mais dans aussi beaucoup de vos romans, la plupart, et les questions ont été posées ici, la plupart de vos personnages sont noirs, il y a très peu de personnages blancs, et les blancs qui sont décrits par vous sont en général peu représentatifs, disons, de ceux qui vous ont fait subir l'esclavage. Ils sont plutôt bons, ils sont plutôt humanistes. Vous ignorez totalement cette partie du monde blanc qui vous a réduit en esclavage, qui a réduit votre peuple en esclavage. Pourquoi ce choix, Toni Morrison? Well, I wanted to decenter a white male gaze. Je voulais, oui, peut-être un peu, j'ai peut-être un peu filtré. Bon, j'ai choisi une certaine présence. Bon,
any occasion. Les grands écrivains procèdent de cette façon. Je n'ai pas d'exemple à vous donner là maintenant. Bon, ce qui me frappe effectivement, c'est que les écrivains opèrent un filtrage. Alors, j'ai l'impression, quant à moi, que toute une série d'ouvrages écrits par des Afro-Américains, peut-être pas tous les écrivains américains, mais les Afro-Américains en particulier, s'adressent à quelqu'un d'autre. On s'adresse peut-être toujours un peu à quelqu'un qui est derrière vous. Et on a peut-être toujours un peu l'œil de lecteur blanc inconsciemment derrière soi, derrière la tête. Et bon, j'ai bien sûr écrit ce que je voulais et je voulais être comprise, je voulais être bien entendue. Et bon, j'écris évidemment aussi pour des Noirs et je vais être comprise des Noirs qui savent ce dont je parle. Ils sont bien payés pour le savoir et ça me complique l'existence en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire de cette façon. Et je n'ai pas voulu introduire dans mon texte quelque chose de construit que l'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'autres ouvrages qui ont été rédigés auparavant. Toni Morrison, vous avez assisté évidemment pendant toutes ces journées aux séances à la fois du Parlement des écrivains et à l'initiative ici qui est celle des écrivains qui décident de se réunir en Parlement. Est-ce que évidemment vous approuvez cette initiative, je l'imagine. Avant de passer à la deuxième partie de cette émission intellectuelle de quoi je me mêle, que pensez-vous de cette initiative et que comptez-vous faire pour la soutenir? Tell me the initiative again. Alors, de quelle initiative s'agit-il? Répétez-moi s'il vous plaît. Du Parlement des écrivains. Yes. Qui est né ici et qui va, je l'espère, d'après les instigateurs de ce Parlement, qui va se développer, qui va réunir désormais des assemblées plénières d'écrivains. Est-ce que vous allez vous joindre à cette initiative? Oui, j'appuierai toute initiative qui permette à des écrivains, à des intellectuels d'intervenir dans des contextes, dans des situations qui sont vraiment intolérables. Donc effectivement, j'entends participer et je pense que le débat que nous menons ici est un débat utile. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Jazz, qui est écrit comme presque une partition, j'allais dire, de musique jazz. Vous avez expliqué d'ailleurs avec d'autres, comme glissant, que le jazz est le fruit même de cette culture noire. Vous dites d'ailleurs maintenant que c'est le roman qui doit prendre le relais. Et quand on a parlé ensemble avant cette émission, je vous avais demandé, Toni Morrison, quelle musique de jazz vous aimeriez entendre. Et vous m'avez dit deux choses, Miles Davis et Keith Jarrett. Alors, hommage à Toni Morrison pour la deuxième et avant la deuxième partie de cette émission, Keith Jarrett, le concert de Cologne. Je vous invite à évidemment rester pendant toute la période. Alors j'ai dit intellectuel de quoi je me mêle, c'est une façon comme une autre de résumer le thème de ces 4 jours passés ici à Strasbourg, thème traité par le Carrefour des littératures autour de l'engagement des intellectuels. Mais plutôt que faire des phrases sur ce sujet, je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet précisément. Actuellement, les intellectuels en Algérie sont en première ligne. Reportage de Khaled Mella et de Jean-François Renou sur la vie quotidienne. Il s'agit d'un portrait d'Omar Belouchet, le directeur d'El Watan, qui est menacé tous les jours d'attentats. Regardez. Une année de prison. Le verdict vient de tomber, mais pour le directeur d'El Watan, ce n'est qu'une condamnation parmi d'autres. Enfin, une année et 6 mois de prison ferme. Pour qui? Toi? Pour l'année. Quand ça? Ce matin. Le rire est, dit-on, un rempart contre la peur, un rempart contre l'absurdité. Omar Belouchet n'a que cette arme-là et son indestructible volonté pour aider son pays à ne pas sombrer dans l'obscurantisme. Directeur d'El Watan, le premier quotidien indépendant de langue française, Omar Belouchet est à 40 ans un homme en danger. En mai dernier, alors qu'il accompagnait ses enfants à l'école, il échappait de justesse à un attentat. Les journalistes qui appartiennent au quotidien indépendant, au quotidien libre, vivent pratiquement sous une double menace. Il y a d'un côté les islamistes, les intégristes
qui tentent de les assassiner, donc étouffer cette parole pour la démocratie. Mais également, les journalistes vivent et ont vécu, notamment à l'époque du gouvernement de Bled Abdeslam, une très forte pression. L'appareil judiciaire a été utilisé pour harceler les hommes de la communication, les journalistes. Et cet harcèlement s'est traduit par de nombreuses condamnations de journalistes et il semble que ça se poursuit. Donc en fait, on risque de vous arrêter d'une minute à l'autre, du jour au lendemain. Tout à fait, tout à fait. Risque d'arrestation d'un côté, mais surtout risque d'attentat de l'autre. Les terroristes, c'est ainsi qu'on les appelle ici, multiplient les menaces. Sans protection, les journalistes sont une cible facile. Alors, pour préserver leur vie, ils tentent de brouiller les pistes, vivent dans des lieux différents, évitent la régularité dans les horaires, ne fréquentent guère les lieux publics. Je vis un peu séparé de ma famille, de mes enfants. C'est une condition qui est extrêmement pénible. Je peux le dire, c'est une vie pratiquement semi-clandestine. Je crois que fondamentalement, il y a une volonté de casser le ressort démocratique. Et je crois que, si vous voulez, cette liberté de presse naissante, cette liberté d'expression naissante en Algérie, qu'on veut complètement étouffer, qu'on veut bannir, qu'on veut effacer de la face de ce pays. La ligne du journal n'a pas changé. C'est une ligne qui est sans concession à l'égard des intégristes, mais également à l'égard du pouvoir. Les journalistes actuellement, c'est l'un des tout derniers remparts de la démocratie. Pierre Bourdieu, le courage de cet homme, le courage de ces hommes, de ces journalistes en Algérie, vous impressionne-t-il? Je vois qu'il n'y a pas de questions très compliquées à poser quand on voit ce genre de témoignage. Je pense qu'il ne suffit pas de louer leur courage, il faut aussi dire les conditions qui ont rendu possible cette généralisation de ce qu'on pourrait appeler le modèle iranien. C'est-à-dire que Salman Rushdie nous a rappelé cet après-midi à quel point la lâcheté des États, il donnait l'exemple de l'Allemagne, l'exemple du Japon, la lâcheté et l'hypocrisie des États et de la raison d'État font partie des conditions qui rendent possible ce terrorisme quotidien. Et je pense que si les intellectuels peuvent faire quelque chose, bon, c'est un peu ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est d'appeler les États à abandonner la raison d'État, parce que cette raison d'État rend possible le terrorisme. Alors, nous aurons tout à l'heure justement un témoignage d'un éditeur allemand sur ces questions qui met en cause, effectivement, comme l'a fait Rushdie cet après-midi, la responsabilité des États. Mais vous avez déclaré hier, Jacques Derrida, dans une conversation ici à l'Aubette, l'Algérie est pour moi un lieu de douleur particulièrement aiguë et je souffre de voir ce qui s'y passe. Alors il faut savoir, pour les gens qui nous regardent, que vous êtes né en Algérie. Que peut-on faire concrètement dans une situation comme celle-là pour aider les journalistes et les intellectuels qui tombent en Algérie sous les coups des islamistes? Oui, bien sûr, j'étais particulièrement sensible à ce que nous venons de voir et que nous voyons tous les jours, en fait. Donc, comme Pierre Bourdieu, je veux saluer le courage de ces journalistes qui, entre plusieurs terreurs et plusieurs harcèlements, résistent quotidiennement au prix de leur vie. Alors, que peut-on faire? Bien sûr, même si, comme moi, on est très sensible, pour des raisons biographiques, à ce qui se passe en Algérie, il ne faut ni oublier que ça se passe aussi en bien des lieux ailleurs, que ces harcèlements, ces menaces, ces meurtres ne concernent pas seulement des intellectuels ou des journalistes ou des écrivains. Nous pensons aussi beaucoup, nous l'avons dit au cours de ces journées, nous pensons beaucoup à ceux qui ne sont même pas protégés par leur nom. Et donc, je ne voudrais pas que, en saluant les journalistes, les intellectuels, les écrivains, nous oublions ces anonymes. Cela dit, il y a, et nous y avons beaucoup insisté au cours de ces discussions aussi, il y a actuellement une menace spécifique. Bien qu'on n'oublie pas les autres, nous voulons insister sur la menace spécifique qui concerne ceux qui prennent la parole, qu'ils soient, encore une fois, écrivains, journalistes, artistes,
et qui, à cause de la manière dont ils vivent leurs responsabilités et dont ils prennent la parole, sont visés par les pouvoirs terroristes, qu'ils soient étatiques ou non étatiques. Alors ce qui nous a rassemblés dans ces journées, c'est ce double souci de ne pas oublier les autres, mais de prêter attention et de marquer notre solidarité à l'égard des intellectuels, des écrivains, des journalistes, quand ils font ce travail-là. Alors, Pierre Bourdieu, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question à la suite d'un reportage comme celui-ci, même si elle n'est pas directement liée, mais elle concerne en partie l'approche que vous faites autour du thème de l'engagement. La plupart d'entre vous, et donc vous personnellement, dénoncez en général le pouvoir des médias dans vos ouvrages et le pouvoir des journalistes. Les rôles sont inversés en Algérie. Et est-ce que cette toute-puissance des journalistes que vous condamnez en général dans nos sociétés, n'est-elle pas en Algérie en fait le dernier rempart de la démocratie, et la raison pour laquelle d'ailleurs on les assassine? Est-ce que c'est pas ça aussi l'envers de la médaille, j'allais dire, ou l'endroit? Parce que ce que vous dites des médias pourrait se dire aussi, par exemple, de l'institution comme les sondages. Bon, il y a des pays dans lesquels ce sont des instruments de manipulation et des pays dans lesquels ce sont des instruments de liberté. Les médias sont évidemment, dans certaines conditions, des instruments, des ultimes remparts de la liberté. Donc il ne faut pas parler en ces termes de responsabilité globale. Je pense que, en tout cas, par exemple, toute action visant à protéger ou à défendre la vie des gens menacés, que nous puissions vouloir entreprendre passe par les médias. C'est-à-dire que une des seules armes dont nous disposions, c'est les médias qui peuvent nous la fournir. Et donc, si nous donnons une mission, ça peut être, par exemple, dans le cas de l'Algérie, c'est un travail que nous essayons de faire dans le cadre d'un comité de soutien international aux intellectuels algériens menacés, nous pouvons jouer le rôle d'une sorte d'agence de presse complémentaire qui comble les lacunes, les silences, etc., des agences de presse ordinaires. Nous pouvons essayer d'attirer l'attention sur les gens menacés, sur les menaces qu'ils subissent, sur les mécanismes qui sont à l'origine de leurs menaces. Et il ne suffit pas de dénoncer. Les intellectuels ont aussi des armes propres. Ils peuvent aussi analyser. Et ils peuvent aussi donner aux gens qui sont menacés des armes intellectuelles pour se défendre. Donc, nous avons un rôle qui n'est pas platonique. Et ça, souvent, on dit les intellectuels, pourquoi faire ça? Je pense qu'il y a des intellectuels qui peuvent faire des choses, à condition de ne pas laisser leur intelligence au vestiaire quand ils font de la politique, par exemple. Alors justement, vous évoquez la politique, vous avez tout à l'heure évoqué la raison d'État. Ce qui est vrai pour les journalistes est aussi vrai pour les écrivains, les éditeurs et leurs traducteurs. Vous avez évoqué Salman Rushdie, qui était tout l'après-midi ici, parmi vous, qui a participé à vos débats. Celle aussi des éditeurs assassinés comme en Norvège, ou traqués comme en France ou ailleurs. Pour éviter cela, les Allemands ont choisi une riposte collective. Je vous propose de regarder le reportage suivant. C'est un reportage de Ulla Schirmeyer-Claire. Well, I mean, first of all, solidarity, which they have expressed, and I'm very grateful for that. Beyond that, I suppose, political pressure, because as I say, this is a matter which is not just about me, it's about all of us. It's not just my problem. And I think it's been drifting now for almost 5 years, and it is time for distinguished intellectuals, for groups like this, to start saying to their countries that we can't let this go on. Right, so I think, in many ways, I mean, it's very pleasant for me to be here amongst writers. I also think it's very important at this moment. Voilà, non, c'était pas ce reportage, ça c'était, vous l'avez compris, l'intervention de Salman Rushdie cet après-midi au cours, je l'ai évoqué tout à l'heure, et Pierre Bourdieu aussi, au cours de la séance plénière du Parlement, des écrivains. Nous y reviendrons tout à l'heure en fin d'émission quand nous aborderons les initiatives concrètes. Ce que je voulais vous montrer, c'est justement ceux qui, autour de Rushdie, éditeurs, traducteurs ou autres, subissent l'arbitraire des islamistes. Et c'est le cas allemand que vous allez voir ici, c'est-à-dire une réponse collective des éditeurs allemands au sort qui est fait aux traducteurs et aux éditeurs. Regardez.
En 1989, alors que les versets sataniques devaient paraître en Allemagne, on savait déjà que l'Iran ne lèverait pas de sitôt la condamnation à mort de Salman Rushdie prononcée par l'ayatollah Khomeini. On savait aussi que la fatwa des mollahs ne visait pas seulement l'auteur, mais tous ceux qui contribuaient à la publication des versets sataniques. En Allemagne, afin de protéger les traducteurs et les éditeurs, plus de 200 auteurs et institutions, ainsi que la plupart des grands éditeurs des pays germanophones, décident de publier ensemble les versets sataniques et fondent les éditions Article 19. Ils l'ont fait au nom des droits de l'homme pour protester contre la proscription d'un livre et protéger tous ceux qui sont toujours sous le coup de la fatwa. Gerd Heidenreich, président du Pen Club allemand, donne son point de vue sur l'affaire Rushdie. Je ne peux pas, par exemple, intervenir dans la question religieuse qui se cache derrière tout cela, car je ne suis pas compétent. Et si vraiment Rushdie a offensé ou choqué les croyants islamiques dans leur foi, il leur a déjà présenté ses excuses. Ceci est l'un des aspects. L'autre concerne la véhémence d'une décision politique qui consiste à condamner à mort une personne à cause d'un livre. C'est cet aspect, non le côté religieux, qui est réellement scandaleux dans cette affaire. Que cela soit possible dans un monde civilisé qui entretient des relations commerciales avec l'Europe, et qu'aucun gouvernement de la communauté européenne n'ait pris de sanctions concrètes. C'est quand même paradoxal. Les États européens, qui jouent un rôle important dans les relations commerciales avec l'Iran, pratiquent l'attentisme. Chacun attend de l'autre qu'il bouge et se dit « si Bonn bouge, alors Paris suivra et ensuite Londres ». Aucun ne prend les devants, car chacun croit que s'il se prononce en faveur d'un embargo ou bloque les crédits, les autres vont en profiter pour prendre sa place. Chacun pense qu'il ne se ferait que du tort économiquement, sans en tirer aucun avantage. C'est pour cette raison qu'ils attendent tous et se renvoient à la responsabilité. Pendant ce temps, rien ne bouge et l'Iran peut utiliser ses services secrets et ses groupes terroristes comme il l'entend. Cette question de la raison d'État a été évoquée tout à l'heure par Pierre Bourdieu. Frédéric Schorlemer, est-ce que, on a entendu les arguments, est-ce qu'il y a des cas, et est-ce que c'est le cas, où vous pensez qu'on peut accepter l'idée que la raison d'État l'emporte sur la justice? Ou pas, du tout, jamais? Niemals. Jamais. Jamais. Et je suis très heureux que les intellectuels allemands ici montrent très clairement la couleur, de même d'ailleurs que les maisons d'édition, en réaction à ces horribles exactions commises contre les étrangers, ils ont également réagi. Ce n'est pas une vieille tradition en Allemagne, mais je suis très heureux de constater maintenant que les écrivains ainsi que les éditeurs aient dit clairement où ils se situent, où ils se positionnent, qu'ils aient clairement rappelé ce qui est menacé si nous ne nous décidons pas maintenant à faire quelque chose ensemble. Et quand on sait ce qui arrive à Rushdie, on sait aussi que ça peut nous arriver à chaque jour. Et je veux dire qu'il y a quelque chose de tout à fait honteux. Le gouvernement allemand semble avoir perdu la raison en recevant le chef des services secrets iraniens. Suzanne Sontag, Suzanne Sontag, est-ce que c'est aussi votre avis? Jamais? Jamais. Oui, c'est absolument mon avis. Et en plus, moi personnellement, je fais un lien entre le cas de Salman Rushdie, qui est un écrivain condamné à mort parce qu'il est d'origine musulmane et laïque, et qu'il a écrit un livre, toute son œuvre d'ailleurs, qui soutient des valeurs cosmopolites, multiculturelles. Pour ça, il est condamné à mort, et il y a une ville qui m'est chère, qui est la ville de Sarajevo, presque 400 000 personnes qui sont également condamnées à mort parce que cette ville, où une majorité des habitants, la plupart laïcs, qui vivent et qui soutiennent des valeurs cosmopolites et anti-tribales, cette ville aussi est condamnée à mort.
Alors justement, vous parlez de la Yougoslavie, j'allais dire c'est le deuxième théâtre où sont exposés les intellectuels, pas seulement eux, vous avez raison de le souligner, Jacques Derrida, mais eux aussi, et où se pose la question de leur engagement. Nous sommes allés retrouver l'un de ces intellectuels yougoslaves qui ne va pas là-bas, mais qui vit sur place, Bogdan Bogdanovic. C'est un reportage de Michel Rivière, je vous propose de regarder. Au cœur de Belgrade, dans un immeuble vétuste couvert de graffitis insultants, réside un homme d'un autre temps, d'un autre monde. Maire de Belgrade jusqu'en 86, ancien membre du PC yougoslave, opposant au nationaliste Milosevic, Bogdan Bogdanovic, 73 ans, écrivain, architecte, vit aujourd'hui quasi cloîtré. J'étais menacé, je suis toujours. On vit dans une situation psychique qui n'est pas trop calme. Il y avait des menaces par téléphone, il y avait des menaces par les lettres. Il y avait même quelques essais de me battre, etc. Mais pour le moment, même quelques mois, nous sommes calmes. Je pense qu'ils se préoccupent les uns avec les autres. Alors, c'est peut-être une chance pour les libres pensants. Libre pensant, Bogdan Bogdanovic l'a toujours été. Mais cet homme, qui a consacré son œuvre à la ville, regarde aujourd'hui médusé depuis sa retraite urbaine, ses cités s'effondrer. Les plus belles villes, telles que Vukovar, par exemple, Mostar, Sarajevo, Foča, même à moitié Dubrovnik, sont en plein, sont taillés en pièces, n'existent plus. Vukovar, c'est du cendre, c'est le débris d'une ville qui n'existe plus. Je ne pourrais jamais me présenter, me figurer qu'un jour je verrai par mes propres yeux la mort des villes, la mort des villes, le meurtre des villes. Mais non par les forces cosmiques, par les forces écologiques, etc., mais par les forces irrationnelles de l'homme, par une nouvelle barbarie qui s'est montrée. Je suis incliné de croire que c'est une controverse traditionnelle, très ancienne entre l'esprit urbain et l'esprit anti-urbain. Chaque barbarie est anti-urbaine. Je crois même que le nationalisme, ce nationalisme post-communiste qui est très acharné, qui est très fanatique, qui est beaucoup plus pire que le nationalisme classique, par exemple, que ce nationalisme est aussi un phénomène anti-urbain, extra-urbain. Édouard Glissant, je vous ai vu regarder avec beaucoup d'attention cet homme, ce reportage, et on comprend pourquoi ce qu'on assassine en Yougoslavie, c'est évidemment des hommes et des femmes, mais c'est aussi des nations et des cultures qui vont complètement à l'encontre de ce que vous pronostiquez comme le métissage culturel. N'y a-t-il pas là quelque chose qui se passe en Yougoslavie et qui va tout à fait à l'inverse de cette évolution de l'humanité dont vous parlez dans vos livres et dont vous avez parlé ici même à l'Aubette? Je ne crois pas. Je crois qu'on assiste en Europe, en certains points de l'Europe, en effet à un retour du refoulé nationaliste, ethniciste et tout ce que vous voulez. Remarquez cependant que c'est dans des régions où depuis 50 ans pesait une sorte de paix romaine, une chape, qui empêchait toute expression de la communauté. Et il n'est pas étonnant que dans ces régions-là, comme une sorte de marmite qui éclate, il y ait ce refoulé du nationaliste et ethnique. Mais je ne crois pas que ce soit l'avenir de ces régions ni du monde. Je crois que si quelque chose peut être fait
par un parlement international des écrivains qui ne doit pas être un parlement européen des écrivains, qui doit être un parlement vraiment international. C'est une espèce de mobilisation de l'imaginaire autour des idées du métissage, du multiculturalisme, dont c'est vrai que souvent nos ennemis se servent, mais il faut que nous leur arrachions ces idées et que, emblématiquement, nous leur donnions une illustration mondiale, parce qu'on ne sauvera pas les uns en laissant périr les autres. Et dans les pays du Sud, par exemple, il y a beaucoup d'écrivains qui meurent silencieusement et beaucoup de journalistes. Il faut sauver tout le monde ensemble et ça, ce sera le rôle, non pas de les sauver, mais d'appeler à les sauver par l'imaginaire et par l'expression d'un parlement international des écrivains. Susan Sontag, vous êtes allé en Yougoslavie, à Sarajevo récemment. Vous y avez donné, en attendant Godot, en août dernier. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a rien changé. C'était ma petite contribution parce que je suis allé à Sarajevo déjà 3 fois en tant qu'être humain avec une conscience. Oui, c'est vrai que je suis un écrivain, mais je ne suis pas allé là-bas pour écrire. Je suis allé là-bas et je vais continuer à aller là-bas pour travailler là. Pour travailler là, c'était d'ailleurs une chose que je sais aussi comment faire dans le théâtre. Bien sûr, tout ce que je pouvais imaginer était excédé par la vie vraiment infernale là-bas, sans électricité, sans eau coulante, sans chauffage. Aujourd'hui, il fait -5 à Sarajevo. Les tirs, les balles, très peu de nourriture. Et on est en plein Europe. J'avais dit avant que Salman Rushdie était condamné à mort. Cette ville qui représente toutes les autres villes, bien entendu, Mostar et Vukovar et Dubrovnik. Bon, cette ville en particulier est pas condamnée à mort, comme dans le cas de Salman Rushdie, par des extrémistes dans les États hors de l'Europe. C'est condamné à mort par l'abandon de l'Europe, surtout du gouvernement de la France et de l'Angleterre, soutenu par le refus d'avoir aucune politique étrangère par mon propre pays qui est les États-Unis. Susan Sontag, excusez-moi de vous couper, mais on m'apprend que Salman Rushdie est ici. Voilà, Alors, Salman, encore une fois, j'étais en train de parler de toi, comme je fais dans le monde entier, et aussi de faire ce lien avec une ville, toute une civilisation européenne qui est également condamnée à mort par l'abandon de l'Europe, même par des extrémistes ailleurs qu'on peut facilement condamner. Oui, moi j'aimerais beaucoup souligner ce que disait Susan Sontag au sujet de Sarajevo. Je crois que c'est là l'une des grandes cicatrices sur l'histoire européenne. Ce qui est en train de se passer, c'est une énorme blessure. Et je crois qu'il est sans doute trop facile de dire ce sont nos gouvernements, ou c'est l'OTAN, ou c'est les Nations Unies. C'est trop simple. Après tout, ce sont nos gouvernements. Et si nos gouvernements se comportent comme ils le font, c'est qu'ils pensent que nous ne voulons pas qu'ils se comportent autrement. Et ils ont peut-être raison. Ils font leurs calculs, se disent que les citoyens européens n'ont pas envie que leurs enfants meurent pour Sarajevo. Ils ont peut-être raison. Ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé à Sarajevo, c'est un crime sur de très vaste échelle et nous sommes tous les criminels de Sarajevo.
Voilà, je dois quelques explications à la fois au public et aux téléspectateurs. Il n'était pas sûr que Salman Rushdie soit là parmi nous ce soir. En général, quand il passe dans une ville et qu'il rend public sa visite, il disparaît dans les 2 heures qui suivent. Je le remercie d'être venu et d'avoir apporté sa caution à cette manifestation importante. Je remercie aussi Catherine Trottmann, maire de Strasbourg, qui est venue en sa compagnie et qui l'a invitée. Elle a évidemment droit à la parole quand elle veut au cours de cette émission pour l'interroger, mais ça change évidemment la nature de cette émission. J'avoue que je ne sais pas très bien où nous allons aller, mais après tout, quand on a un plateau de cette qualité et des gens de cette qualité, je crois que nous n'avons pas grand-chose à perdre. Je propose quand même, avant de lancer la discussion, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions à vous poser. Salman Rushdie, moi j'en ai une en tous les cas. Elle a couru tout au long de cette soirée. Un certain nombre de réflexions ont été faites sur la responsabilité des États dans la situation qui est la vôtre. On a entendu tout à l'heure un éditeur allemand évoquer cette responsabilité. Comment se fait-il, à votre avis, que les États sont impuissants devant la situation qui vous est faite? Ils ne sont pas impuissants, bien sûr. Ils ont choisi de l'être, mais ils ne le sont pas. Et en fait, le gouvernement de l'Iran, qui a été nommé par les Nations Unies et par les États-Unis comme le principal responsable du terrorisme sur cette planète, continue, poursuit ses affaires sans être puni le moins du monde. On pourrait dire que depuis que se sont tenues les élections de Rafsanjani dit modérées, il y a eu plus de 20 assassinats en Europe occidentale commis par des Iraniens. Et je parle de l'Europe occidentale, pas des autres régions du monde. Alors, la réponse à votre question, c'est que le chef des services secrets iraniens qui planifie ces assassinats, il est invité en Allemagne, on lui déroule le tapis rouge. Voilà ce qui se passe. L'Iran a une dette étrangère de 44 milliards de dollars, si j'ai bien compris. Alors l'Iran est dans une position extraordinairement faible. L'Iran a besoin des biens, des technologies occidentales et a besoin d'emprunter l'argent pour se les acheter. Alors dans cette situation, la chance d'exercer une pression sur un tel État est énorme. Et si on ne saisit pas cette chance, nous devons nous demander pourquoi. La réponse, c'est que malheureusement, jusqu'ici, trop de gouvernements ont estimé que ce prix, on pouvait le payer. N'est-ce pas, de temps en temps, un éditeur qui se fait assassiner, c'est un prix qu'on peut accepter. Je crois qu'il est très important de commencer à dire et de crier que ce n'est pas un prix que l'Europe peut payer, car ce n'est pas simplement l'assassinat d'un éditeur, c'est la façon dont toute l'idée de l'Europe est assassinée. Lorsque vous permettez aux terroristes de passer librement chez vous pour commettre leurs méfaits. Jean Lehmer et Sontag ont dit tout à l'heure à la question raison d'État contre justice, justice, jamais la raison d'État. Et en même temps, Pierre Bourdieu a tout à l'heure évoqué cette question en disant il faut faire pression. Pierre Bourdieu, comment peut-on faire pour changer quelque chose dans cette situation? Est-ce qu'il y a une fatalité devant ce qu'on appelle la raison d'État, ou bien est-ce que les intellectuels que vous êtes peuvent faire bouger le monde? La même question à Jacques Derrida. En fait, déjà, Salman Rushdie a donné une réponse à une question importante que nous nous sommes posée ici. Dès que les intellectuels se réunissent, on leur demande ce qu'ils vont faire et ce qu'ils peuvent faire, ce qui implique l'hypothèse qu'ils ne peuvent rien faire et que leurs actions resteront symboliques. En fait, je me rappelle par exemple l'histoire de la Pologne. Il y avait un certain nombre d'intellectuels qui s'étaient réunis pour exhorter, même sommer le gouvernement français d'intervenir après ce qui s'était passé en Pologne. Et aussitôt, ils ont été accusés d'être des bellicistes qui voulaient envoyer l'armée française en Pologne, etc., etc. Cela dit, grâce à une action collective très puissante qui a été déclenchée par les intellectuels, le gouvernement français a changé son attitude en 3 jours. Gouvernement socialiste, entre parenthèses. Bon. Donc je pense que des actions méthodiquement conduites, savamment,
orchestrés, pas simplement gratuitement symboliques, un petit peu exhibitionnistes, peuvent donner de l'efficacité aux intellectuels sur les États. Parce qu'après tout, nous sommes responsables de nos États et notre seul recours, enfin nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de politique étrangère, mais nous avons des États qui en ont. Notre seul recours, c'est l'action sur l'État. Donc quand on demande aux intellectuels ce qu'ils peuvent faire, bon, ils peuvent s'en prendre à leurs États. Et par exemple là, je pense que ce soir, c'est un peu ce que nous faisons, et je souhaite que ça ait de l'écho, que la presse le redise. Bon, nous lançons un appel aux États européens pour qu'ils disent ça ne peut pas durer et qu'ils cessent de donner leur caution économique et leur caution morale, qui cessent de donner de la légitimité à des États qui ordonnent le crime, à des terrorismes d'État. Alors, Catherine Trautmann, j'en ai parlé tout à l'heure, maire de Strasbourg, a été la personne qui a demandé à Salman Rushdie, avec le Carrefour des littératures, d'être présent ici à Strasbourg pendant cette manifestation. Pourquoi, Catherine Trautmann, avez-vous jugé, non utile évidemment, mais pourquoi avez-vous fait ce geste important ? Parce que je pense qu'on parlait à l'instant de la raison d'État. Je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord vaincre la peur et affirmer très fortement que les villes qui sont multiculturelles, qui accueillent des gens d'origine et de pensée différentes, sont là aussi pour défendre la liberté de penser et pour défendre la tolérance. Et je pense que les villes, et je proposerai que les villes se mobilisent, il y a beaucoup de villes qui sont des villes culturelles, qui sont dans des réseaux, en Europe ou hors d'Europe. Je crois que le problème ne se pose pas que sur le sol européen, et qui peuvent procéder, je ne sais pas quel est le bon terme, mais enfin une sorte d'adoption de ceux qui sont aujourd'hui menacés. Et c'est en ce sens que demain, je souhaite proposer au conseil municipal, après ce qui a été dit ici, que notre ville se lie au sort et, si vous voulez, à la liberté de Salman Rushdie. Je pense que si nous représentons quelque chose, nous, villes, c'est que nous représentons des citoyens. Et que nous devons affirmer que la citoyenneté, c'est un certain nombre de devoirs, certes, c'est aussi un certain nombre de droits. Et nous savons bien qu'en Europe, en dehors de toutes les guerres, en dehors de tous les conflits, il y avait aussi des villes où les intellectuels pouvaient lire, pouvaient écrire, pouvaient s'exprimer. Et je pense que nous devons rappeler ce sens-là et que les intellectuels qui sont menacés ont droit de citer chez nous. Et je pense que nous devons créer ce réseau de solidarité et affirmer très fort, je crois, cette citoyenneté, parce que je ne pense pas que la liberté de penser appartient à un pays plutôt qu'à un autre, mais je pense qu'être homme, c'est aussi le sort de chacun. Et chacun peut comprendre que chaque homme, que chaque femme peut revendiquer aussi qu'on lui reconnaisse sa citoyenneté. Alors, pardonnez la brutalité de ma question, Catherine Trautmann, mais le journaliste que je suis se doit de la poser. Si vous n'étiez pas maire de Strasbourg, mais ministre aujourd'hui du gouvernement de la France, est-ce que vous accueilleriez Salman Rushdie dans les mêmes conditions ? Oui, parce que je ne pense pas que ce soit la fonction qui fait la différence. Je crois que, bon, nous avons discuté tout à l'heure, et d'abord ce qui m'importe, c'est l'homme qui pense, qui dit, qui vit. Et je pense que lorsqu'un homme comme lui, comme d'autres, parce qu'il n'est pas seul, il est symbolique, mais il n'est pas seul, si ces gens-là sont aujourd'hui menacés, ça nous concerne nous directement, ça nous concerne tous, parce que cela veut dire qu'on capitule devant la menace, devant la violence. Je pense qu'il faut défendre, et je suis maire d'une ville, et je ne suis pas ministre, parce qu'à un moment donné aussi, j'aurais pu l'être, mais j'ai choisi de rester maire parce que je pense que c'est plus important aujourd'hui d'être maire d'une ville qui s'illustre parce que le dialogue a existé aussi dans cette ville entre Allemands et Français et d'autres. Et que être maire d'une ville qui a fondé la réconciliation et qui accueille aujourd'hui des institutions européennes, c'est important, c'est prestigieux, mais ça ne suffit pas. Si nous n'arrivons pas à faire penser que l'Europe est aussi un lieu où doit s'exprimer, y compris justement en ayant des actes concrets, que nous tenons à cette citoyenneté, que nous tenons aussi à montrer que la démocratie, c'est pas simplement une sorte de slogan, mais c'est aussi une solidarité. Je crois que c'est maintenant qu'il faut le faire, maintenant que nous avons ces deux problèmes, ces deux points de rupture, qu'il faudra bien aussi prendre en tant que responsable, c'est-à-dire Sarajevo et ces menaces qui pèsent sur un certain nombre d'intellectuels et d'écrivains. Toni Morrison, vous avez senti, je crois, en Europe, en tous les cas à Strasbourg, une mobilisation très forte de la part des intellectuels européens autour de Salman Rushdie. Est-ce que d'abord, il y a
une attention aussi grande aux États-Unis sur le cas de Salman Rushdie? Et est-ce qu'il y a un engagement identique des intellectuels américains auprès de lui? I think so. I know. Oui, je crois. I feel very deeply Bon, about that personnellement, situation. je me sens très concernée. Commiseration. Je ressens la plus grande commisération pour Salman Rushdie. Je voudrais pouvoir l'aider. Bon, maintenant, comment s'organiser? C'est ça la difficulté. Bon, je ne vois pas de pression politique organisée. Je ne vois pas de solution non plus. Bon, l'économie est très importante en la matière, très certainement. Et bon, il faut peut-être effectivement se demander s'il ne faut pas faire quelque chose. Bon, faire cesser certaines opérations profitables. Bon, il est bien évident que certains ont des privilèges. Et il faut voir comment certains pays traitent les individus, leurs propres citoyens. Bon, peut-être que je me trompe d'ailleurs, mais ce dont j'ai l'impression, quant à moi, c'est que les États entretiennent des relations professionnelles en quelque sorte, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'organisé. Je ne vois personne se saisir de cela de façon organisée en ce qui concerne la protection. Oui, je crois que c'est vrai. C'était comme cela que ça se passait. Mais tout récemment, une initiative a été prise par toute une série de groupes d'une campagne de défense un peu similaire à celle de l'article 19 en Grande-Bretagne ou ailleurs. Alors, on parle beaucoup en ce moment, beaucoup de choses sont discutées avec l'administration américaine, qui répond toujours très amicalement, mais sans véritablement agir. Parce que, comme vous l'aurez remarqué sans doute, je ne les ai pas encore rencontrés, moi, les représentants de l'administration américaine. Je ne sais pas si ça va changer. Ça va changer, je ne sais pas quand. J'aimerais remercier Madame le maire pour son initiative extraordinaire, une initiative très, comment dire, créatrice. Je crois que il y a là une nouvelle idée à laquelle nous devrions réfléchir très soigneusement, très attentivement, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ces innombrables écrivains qui, de par le monde, sont persécutés. Alors si les villes européennes pouvaient aider ces écrivains en les célébrant en quelque sorte, ça fera une différence considérable. Et vous avez également parlé du gouvernement français. Ce que j'aimerais dire, c'est que l'une des choses que j'ai tenté de faire partout où je me suis rendu, eh bien, c'est de veiller à ce que on n'en fasse pas une question gauche-droite, n'est-ce pas? Et c'était tout à fait satisfaisant lorsque j'étais à Paris avant les élections cette année d'avoir pu rencontrer beaucoup de gens tels que M. Léotard, Mme Simonet, M. Toubon, qui sont aujourd'hui au gouvernement. Et je dois dire que tous tenaient le même langage, avaient le même engagement que, par exemple, M. Lang, que les gens qui étaient dans le gouvernement précédent. Alors je pense qu'en France, on n'a pas fait de tout cela une question qui divise les partis. C'est, je crois, une question qui est essentielle pour la culture française, comme pour beaucoup d'autres. Alors je rappelle à tous les auteurs ici présents et aussi à Siad Djebar qui a pris place ici dans les tribunes, et à Christian Salmon, le directeur du Carrefour des littératures, qui est aussi la puissance invitante de Salman Rushdie et de tous les auteurs ici présents, qu'ils peuvent intervenir à tout moment et poser des questions s'ils le souhaitent. Quant à moi, pour continuer la conversation que nous avions avant que vous arriviez, Salman Rushdie, et répondre à une interrogation de Pierre Bourdieu, tout à l'heure il disait notre travail consiste d'une certaine manière à expliquer pourquoi on en arrive comme cela, par exemple dans le cas algérien. J'ai envie de vous poser la même question aujourd'hui. On ne comprend pas très bien, je parle là pour le public qui nous écoute et qui nous regarde, on ne comprend pas très bien cet acharnement qui dure. Qu'est-ce qui se joue autour de votre personne? Oui, dans ce cas bien précis, eh bien, ce qui se passe autour de ma personne, me semble-t-il, c'est une campagne terroriste dirigée par le gouvernement iranien. Il y a eu, à un moment donné, quelque chose d'un peu plus grand, peut-être.
quelque chose qui a été orchestré par le biais des mullahs dans les mosquées, qui a conduit à une distorsion de mon travail, de mes idées, de tout ce que j'ai toujours défendu. On a présenté tout cela comme ma personnalité, ma position, des choses que je n'avais absolument jamais dites. Les versets sataniques, on les a présentés à des gens qui n'ont sans doute jamais ouvert un roman comme quelque chose de dégoûtant, de littérature haineuse. Et les gens, bien sûr, sans avoir lu ce livre, ont pris position contre. Mais ce qui s'est passé depuis lors, c'est que finalement, cette fureur, elle s'est calmée depuis un bon moment. Et lorsqu'on demande aux communautés musulmanes ce qu'elles pensent de tout cela, on voit qu'elles ne s'y intéressent absolument plus. Et ce qui est resté, c'est une énergie incroyablement meurtrière en Iran, qui semble toujours s'intéresser à me faire tuer, et pas seulement moi, bien évidemment, mais aussi, comme vous le savez, d'autres. Le traducteur japonais des versets sataniques a été assassiné, le traducteur italien a été agressé, de même que l'éditeur norvégien du livre, qui n'a d'ailleurs survécu que par miracle. Là, il a beaucoup de mal à s'en sortir. Alors il y a vraiment une énergie meurtrière considérable actuellement. Et c'est ce qui m'étonne un peu. Mais la réponse, c'est peut-être que c'est ça qu'ils ont envie de faire. Ce régime particulier, ce gang de hooligans qui est aux commandes en Iran, c'est assassiner les gens qui lui plaisent. Voilà son activité favorite. Et ça, ils savent bien le faire. Alors, vous savez, généralement, on tend à faire ce qu'on sait faire bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Certains étudient les langues, d'autres assassinent. Et quand ils sont bons, ben, c'est ça qu'ils aiment faire. Alors, si vous regardez l'Iran et l'histoire de ce régime, eh bien, vous voyez qu'à côté de ces personnes qui ont été assassinées en Europe, il y a eu d'innombrables Iraniens qui ont été tués et assassinés. Année après année, les assassinats se poursuivent. C'est que ça leur plaît. Tuer quelqu'un, ça les amuse, ça leur plaît. Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, cette réponse, ça leur plaît, sommaire quand même, vous convient? Vous paraît... Pardon, Pierre Bourdieu. Bon, je voyais qu'on pourrait commencer à dire nous. Voilà, ça serait la meilleure matière. Je voudrais dire un mot parce que la réponse de Salman Rushdie me paraît beaucoup trop modeste. Il met la causalité hors de lui dans le monde objectif. En fait, je pense que la haine qu'il suscite a quelque chose à voir avec son œuvre, avec la forme de son œuvre. Mais là, je ne suis ni critique ni écrivain. Je ne peux pas en parler. Il faudrait voir en quoi la forme de son œuvre. Il faut savoir que dans un certain nombre de pays islamiques, le vers libre est une révolution. Bon, le fait d'écrire des vers libres par opposition aux vers conformes à la tradition coranique est déjà une révolution. Bon, donc je pense qu'il y a ça à voir avec la forme de son œuvre, mais ça a à voir aussi avec le contenu de son œuvre. Et je pense que ce qui est visé dans son œuvre, c'est son cosmopolitisme. Et ce serait le point commun avec la Yougoslavie. Enfin, la Yougoslavie, c'est un pays dans lequel être cosmopolite, ça veut dire à peu près être juif, et ça veut dire être révolutionnaire, ça veut dire être condamné. Enfin, bon, je pense que il y a toute une tradition de nationalisme à laquelle malheureusement, comme nous le rappelait notre un écrivain yougoslave cet après-midi, tradition nationaliste à laquelle beaucoup d'écrivains ont contribué. Bon, hein, et cette tradition nationaliste a fait le lit, enfin, de cette violence, bon, qui frappe, et ce n'est pas par hasard, les écrivains cosmopolites, transnationaux. Et ça, je pense que c'est important parce que sinon, on sous-estime toujours les écrivains. Et comme ils sont modestes, les grands, enfin bon, ils ne disent pas, me semble-t-il, ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que leur œuvre est très très importante au point qu'on a envie de les tuer. Jacques Derrida. Non, moi, je voulais poser une question à Salman Rushdie. Compte tenu de ceci sur quoi nous sommes tous d'accord, à savoir qu'il y a un grand nombre de victimes dans le monde. Et non seulement un grand nombre de victimes qui ne sont pas des intellectuels ou des écrivains, mais un grand nombre de Salman Rushdie. Et je ne crois pas diminuer votre exemplarité en disant cela. Alors, que pensez-vous du fait que, au-delà de tous les contenus, le contenu de votre livre pourrait être naturellement véhiculé par d'autres formes philosophiques, théoriques et autres, etc., etc. Et comment expliquez-vous que, malgré cela,
Et bien que ceux qui vous menacent de mort n'aient pas lu pour la plupart votre œuvre, c'est parce qu'il y va de la littérature que cet acharnement se mobilise ainsi. Est-ce que vous pensez que, au-delà des contenus même, le fait que votre œuvre soit une œuvre littéraire a un rapport avec ce déchaînement de violence-là? Cela dit, sans vouloir, encore une fois, minimiser ou oublier les autres victimes, n'est-ce pas? Mais ma question est celle de la littérature, que nous nous sommes souvent posées ces jours-ci. Quelle est la spécificité de la menace actuelle sur la littérature? C'est une question difficile, car comme vous l'avez dit correctement, la plupart des gens qui attaquent le livre ne l'ont pas du tout lu. Alors ça pourrait être l'annuaire du téléphone, n'est-ce pas? Ça changerait pas grand-chose. Moi je crois que l'une des choses les plus étranges, enfin beaucoup de gens ont noté ça au sujet des versets sataniques, y compris son auteur, c'est que c'est un livre qui contient beaucoup de passages qui semblent commenter ce qui est arrivé à ce livre ou à son auteur. Il y a un caractère dans ce livre qui s'appelle Salman. À un moment, il est condamné à mort pour blasphème. Et l'accusation qui est portée contre lui, c'est qu'il avait mis ses mots contre la parole de Dieu. Alors, bien sûr, pour l'auteur du livre, c'est un peu angoissant de voir que son livre contenait ce message. Je pense qu'il y a quelque chose au sujet du roman qui est séculier, qui est profane dans sa forme. Et c'est sans doute une chose qui n'est pas acceptée par les gens qui ont une vision du monde, disons, pour l'essentiel, dévote religieuse. Alors je crois qu'il y a un contrat entre l'auteur et son lecteur sur ce qu'on fait, n'est-ce pas? Et si l'on rejette ce contrat, eh bien, à ce moment-là, le texte devient une chose tout à fait différente. Et je crois que les gens qui attaquent les versets sataniques rejettent ce contrat de base de la fiction. Alors, si je disais, regardez, ça, ce n'est pas mon point de vue, c'est le point de vue d'un personnage de mon livre. D'ailleurs, dans le livre, vous retrouverez un autre personnage exprimant un autre point de vue qui n'est pas non plus le mien. Les gens diraient, vous voyez, Rushdie est un lâche, il se cache derrière ces personnages dans la fiction. Donc là, le langage du discours change complètement une fois que vous niez ce contrat de base entre l'auteur et ses lecteurs. Alors, je dois dire que mon livre, comme ceux écrits par d'autres écrivains, finalement a déclenché une querelle entre gens qui lisent des romans et des gens qui n'en lisent pas. Et je crois qu'il y a peut-être une façon encore plus profonde d'examiner les choses. Une chose très rarement dite au sujet des versets sataniques, et j'aimerais profiter de l'occasion pour en parler, c'est que c'est un roman comique. C'est, pour l'essentiel, un livre qui essaye d'être amusant. Bon, est-ce qu'il y réussit ou pas? C'est une autre question. Bon, et puis la comédie est devenue noire par bien des aspects, mais c'était au départ mon intention d'écrire un roman comique, un roman amusant. Alors c'est aussi une querelle entre les gens qui ont le sens de l'humour et ceux qui ne l'ont pas. Et le lien qui existe entre l'absence de sens de l'humour et le fait d'avoir des point de vue très religieux, c'est un lien très étroit. Est-ce que, Monsieur Charlemagne, vous avez... Oui, j'aimerais beaucoup enchaîner sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez parlé d'économie, de relations économiques. Soyons plus concrets. Ce dont il est question ici, c'est les ventes d'armes. L'Allemagne est le 3e marchand d'armes du monde. La France est bien placée aussi. Moi, je crois qu'il nous faut des institutions, des systèmes juridiques qui empêchent que soient vendues des armes à des meurtriers. Ça, on en parle beaucoup trop peu dans l'opinion publique. On ne nous dit pas, dressons-nous tous ensemble contre ces ventes d'armes criminelles et meurtrières qui conduisent d'ailleurs à la persistance de la guerre en Yougoslavie. Et puis, deuxième point que j'aimerais dire très rapidement, aujourd'hui, Camus aurait 80 ans. Et je crois que c'est presque prophétique. Camus nous a décrit comme les héritiers d'une histoire
pourrie dans laquelle les dieux morts et les idéologies rances ne parviennent plus à convaincre les gens, mais peuvent tout détruire. Or, le rôle de l'intellectuel pour Camus, c'était de défendre une partie de la dignité de vivre et de mourir, avec la solidité de leur pensée et avec la chaleur de leur cœur. Alors je crois que Camus, pour nous, reste important. D'autant plus important d'ailleurs que les révolutions qui ont réussi étaient des révolutions de César. Et la liberté n'a jamais pu être conquise autrement que par la révolte permanente. Alors ne nous transformons pas en nouveau César Tudjman ou César Milosevic ou autre. Alors je crois que les intellectuels sont aujourd'hui interpellés. Ils doivent être en révolte permanente parce que les révolutions sans cesse se retournent à leur contraire et conduisent à des comportements criminels. Alors, il y a Elena Kafi ici dans l'assistance qui est écrivain iranienne, qui a participé donc à tous ces débats. Et vraiment, je crois que c'est normal que vous ayez là la parole maintenant. Je crois que vous voulez poser une question à Salman Rushdie. Non, je voulais simplement dire, je ne suis pas d'accord avec les explications. Sont trop intelligentes ou trop simplistes, je dirais plutôt trop intelligentes. Vous savez, nos mots-là sont beaucoup plus primaires que ça. C'est un problème de pouvoir et de politique, tout simplement. Ils n'ont pas tué Salman. Si Khomeini voulait tuer Salman Rushdie, il l'aurait fait avant même de créer cette affaire. Il a créé cette affaire pour avoir un Salman Rushdie, comme ça justement emprisonné, comme il nous a pris en otage tous, nous autres Iraniens, pour créer cette affaire, pour la faire durer, comme il a eu le génie du mal, je dirais, avec tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire problème économique, rapport de force. Et s'il voulait le tuer, il l'aurait tué. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que, comme a dit à juste titre Salman Rushdie, maintenant qu'il a créé cette affaire, il tue en série. C'était un appel au meurtre, à un massacre collectif, un massacre, parce que c'est pas simplement un homme. C'est un homme avec tous les gens qui sont complices de cet homme. Complice de quoi? Allons savoir. Je ne veux pas prendre trop la parole, mais c'est pour dire que ne mélangeons pas les choses. C'est vraiment une affaire purement politique. C'est une affaire beaucoup plus diabolique que les explications très intelligentes d'ailleurs que Bourdieu a données, qui peut être effectivement en second degré, je dirais, en dessous. Mais je ne les vois pas aussi intelligents que ça. Ils sont beaucoup plus primaires. C'est un problème de pouvoir. C'est de garder le pouvoir. Troisième et unique chose que je voulais dire, la seule chose, autre chose, Khomeini a lu le livre. On a des preuves de ça, des passages de ce livre. Et personnellement, d'après des gens qui ont été son élève, notamment l'ayatollah qui a écrit pour vous, c'est que c'est un tel mégalomane comme tous les mégalomanes. Le portrait que Salman Rushdie a fait de cet imam, qui est Khomeini pour lui, tout au moins, ou pour beaucoup d'Iraniens, maintenant c'est devenu carrément, en Iran on fait référence à ça, il n'a pas pu supporter ça. Il y a une affaire personnelle aussi. Khomeini, il y avait une affaire personnelle avec le père du Shah, c'est qu'il fallait tuer les Pahlavis parce que, donc je ne veux pas rentrer dans cette affaire. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas supporter qu'on ose dire quelque chose à Monsieur Khomeini. Salman Rushdie, beaucoup d'informations, beaucoup de choses étonnantes que j'entends en tous les cas pour la première fois. Que répondez-vous à ça? Well, I'm very flattered. Je suis très flatté d'entendre que l'imam a lu mon livre attentivement et qu'il ait vraiment bien perçu les différents caractères, et notamment celui de l'imam dans le livre. Il a dû bien comprendre, je pense. C'est vraiment la première fois que j'entends ça, que j'entends dire que Khomeini a lu ce livre. C'est même la première fois que j'entends dire qu'il a lu un livre. Sauf, évidemment, un certain livre que je ne nommerai pas. Alors, s'il a lu ce livre, je suis très honoré, très honoré. Je crois qu'il y a quand même quelque chose d'amusant ici. C'est que ce qui se passe finirait par prendre davantage de sens, car pour un livre qui est
qui déclenche des poursuites de la part de gens qui ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Là, on se sent vraiment mal. On a l'impression que les choses sont insensées, que les événements n'ont plus de sens. Certains disent le pouvoir de la littérature, voilà ce que démontrent les versets sataniques. Non, ça démontre l'incroyable faiblesse, à savoir qu'un livre peut être aussi mal compris, perçu, et que finalement le livre démonisé, tout le monde a l'impression qu'il existe, ce qui fait que personne n'a envie de lire le texte vrai. Alors je crois que si l'archidémoniseur a pris le soin de lire le livre, eh bien ce livre aura eu un lecteur au moins, pas un bon lecteur, mais au moins un lecteur. Alors vous l'avez compris, nous ne maîtrisons plus rien dans cette émission depuis un moment. Normalement, il était prévu de rendre l'antenne à 8h30 et laisser la place à l'actualité et aux 8h30. Il est évident que compte tenu des conditions et du caractère exceptionnel de la présence de Salman Rushdie, il serait complètement déplacé de notre part de privilégier les programmes sur sa présence et sur la discussion. Donc nous allons décider de continuer cette conversation aussi longtemps que nous le pourrons compte tenu de nos obligations. Assia Djebar, à vous. Je voulais intervenir pour poser une question à Salman Rushdie. Je n'ai pas pu la poser cet après-midi puisque j'étais au dialogue avec Toni Morrison. Et pour une fois peut-être, c'est une question ouverte un peu sur l'avenir, bien que je ne sois pas tellement optimiste. La question qui me vient en vous écoutant, c'est tout de même une des raisons pour lesquelles tant de gens dans les pays musulmans n'ayant pas lu votre livre, n'ayant pas pu apprécier à partir de critères littéraires, mais ayant été influencés par toute la propagande autour, en général considèrent que puisque vous êtes auteur écrivant en anglais, dont le succès est aux États-Unis, je reviens aux États-Unis, votre image est perçue d'abord comme ayant été une sorte de fabrication des USA à renvoyer contre le monde musulman, moyennant quoi d'ailleurs, l'ayatollah Khomeini, qui avait déjà une sorte d'aura, de grande popularité en dehors de son pays, comme étant le seul qui a réussi à braver le puissant américain, a évidemment, je ne sais pas moi aussi s'il a lu ou non votre livre, mais en tout cas a continué dans ce sens à augmenter son aura à votre dépens. Ma question est la suivante. Suzanne Sontag a dit que non seulement vous êtes condamné à mort, mais 400 000 personnes de Sarajevo sont condamnées à mort. Pour cette question de Sarajevo, où beaucoup de gens, en tout cas dans mon pays et en Algérie, suivent l'actualité par image, leur explication là est simple, c'est que si l'Europe est impuissante face aux Bosniaques, c'est parce que une majorité des Bosniaques sont musulmans. Et que, en quelque sorte, les musulmans, même si, quand on lit le travail qu'a rapporté Suzanne Sontag ou d'autres écrivains, on sait bien qu'ils ne pratiquent pas pour beaucoup, que Sarajevo est en fait une ville à caractère beaucoup plus de métissage et de multiculturel. Donc, malgré cela, l'impuissance de l'Europe devant Sarajevo est reçue comme étant une volonté de laisser les musulmans en Europe, la seule communauté musulmane en Europe, comme étant, les laissant mourir. Ma proposition donc serait: est-ce que si vous, Salman Rushdie, vous alliez à Sarajevo, comme Suzanne Sontag est allée à Sarajevo, comme nous-mêmes et désirions y aller dans le cadre du Parlement européen, ne serait-ce parler, ne serait-ce pour lire les versets sataniques, ne serait-ce pour faire un certain travail culturel dans une durée et qui ne soit pas simplement dans quelques heures médiatisé. Je ne sais pas si ça serait vraiment utile au problème de Sarajevo, puisque même Suzanne Sontag dit « c'est pour moi personnellement que je l'ai fait, mais ça n'a pas servi dans l'immédiat ». Alors, la question, c'est qu'elle servirait peut-être à ce que cette fausse image, à partir de que Salman Rushdie est d'abord un écrivain de l'Occident, et que cette solidarité que je suis sûre que vous avez pourrait peut-être au moins changer cette image. On pourrait faire circuler le livre
et pouvoir le lire et discuter sur des textes. Réponse. Suzanne Je voulais Sontag. simplement, avant que Salman réponde, qui est beaucoup plus important, je n'ai jamais dit que je ne pensais pas que mon travail là-bas n'a servi à rien. D'être là-bas, être solidaire avec eux, travailler là-bas est très, très apprécié. Très apprécié et c'est vraiment une contribution. Je ne dis pas que c'est une grande contribution. Moi, j'ai jamais pensé de monter une pièce va changer la politique du gouvernement français ou d'Angleterre. Ça, c'était pas mon but et c'est pas une question d'impuissance. Je me répète encore une fois, c'est une question de la politique. Et j'ai pas pensé que mon action sert à changer la politique. Et c'est ça qui peut les sauver. Je pense que mon action est une vraie contribution à la vie là-bas. Et c'était, et ça va continuer. C'est tout ce que je voulais faire. Mais ce n'était pas parce que je pensais, bon, je fais ça pour mon propre plaisir. C'est pour faire quelque chose. Mais là-bas. Salman Rushdie. Yes. Well, a lot of. I think just to echo what Susan Sontag has said. Pour me faire l'écho de ce que disait Susan Sontag, je pense que dans le cas de Sarajevo, comme celui des versets sataniques, l'impuissance est choisie, elle est voulue. Il y a un moyen de faire, mais on ne veut pas. Alors, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on ne peut pas échapper à la conclusion que si les Bosniaques n'étaient pas musulmans, on les aurait sauvés. On ne peut pas échapper à cette conclusion. Il y a une démonstration simple d'ailleurs. Imaginez simplement pendant quelques instants, qu'en regardant les différents protagonistes présents en Yougoslavie, imaginez que les Serbes auraient été musulmans. Imaginez que les Bosniaques n'auraient pas été musulmans. Imaginez que ce que nous verrions ici, ce serait une armée islamique qui traverserait et dévasterait tout un pays. Non, mais vous voulez rire? Est-ce qu'on croit sérieusement que ce pays européen n'aurait pas été défendu contre les Serbes islamiques? Mais il se trouve que les Serbes ne sont pas islamiques, que les Bosniaques l'étaient. Et voilà. C'est simple. La démonstration tient. Et il est difficile de montrer le contraire. Maintenant, vous avez posé une question au sujet d'une visite à Sarajevo. Oui, moi j'aimerais beaucoup aller à Sarajevo. J'en ai beaucoup discuté avec des gens qui connaissent la situation, qui savent comment faire. Ça n'est pas très facile d'aller à Sarajevo actuellement. Je ne sais pas si on en a parlé, mais depuis quelque temps, il y a pas mal de Britanniques qui voulaient se rendre là-bas, Vanessa Redgrave et d'autres. On les en a empêchés parce que l'avion qu'il aurait fallu n'était pas disponible. Et puis voilà. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si les forces de protection des Nations Unies m'emmèneraient en Bosnie. Je ne suis pas sûr. Mais j'ai essayé d'aller en Bosnie, j'ai donné beaucoup d'interviews à la radio bosniaque, à beaucoup de Bosniaques, des émissions de télévision, j'en parle autant que je peux, donc je crois que ce que j'ai à dire là-dessus, on le sait, et je crois que les gens à Sarajevo savent ce que je dis et ce que j'ai à dire. Je pense que la pire raison d'aller en Bosnie, ce serait pour améliorer mon image, pour que les gens aient une meilleure opinion de moi. Et d'ailleurs, pour les raisons indiquées par Susan, ce serait faire un geste de solidarité en se disant « Ah, ils aimeront peut-être, ils apprécieront. » Non. En ce qui concerne le Rushdie démonisé dont on parle partout dans le monde, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Vous savez, lorsque les gens me rencontrent, ils se rendent bien compte que je ne suis pas celui qu'on leur a décrit. Alors, j'ai été fabriqué aux États-Unis? Non, j'ai été fabriqué par mes parents à Bombay. Et puis, j'étais une fabrication indienne 100%. C'est comme ça que j'ai grandi. Alors, mon problème, c'est que tout attraque une partie du monde avec laquelle je n'avais rien à voir. Le monde arabe et l'Iran, d'un seul coup, ont eu une véritable obsession au sujet de Salman Rushdie qu'ils ne connaissaient absolument pas. Dans les régions du monde où on connaît quelque chose à mon sujet, telles que l'Inde, il n'y a pas cette caricature de Rushdie. Et je ne peux pas passer le reste de ma vie à essayer de convaincre chaque village musulman de la planète que je ne suis pas celui qu'on leur décrit. Il faut que je vive avec, et c'est tout. Pierre Bourdieu,
Vous avez évoqué dans votre ouvrage Le dernier des règles de l'art ce que vous appelez le corporatisme de l'universel. Vous avez évoqué donc dans la perspective comme ça de l'histoire des intellectuels le nouveau statut, la nouvelle fonction des intellectuels. Sans doute que tout à l'heure on fera comme si l'émission continuait et on projettera le reportage que nous avions prévu à cet effet, c'est-à-dire de raconter cette histoire de l'intellectuel français et allemand. Mais est-ce que Salman Rushdie, le cas Salman Rushdie, à votre sens, constitue un tournant dans l'histoire des intellectuels? Pour caricaturer, est-ce qu'on peut dire ça a la même fonction dans cette histoire que l'affaire Zola ou d'autres affaires du même type importantes, ou le comité de vigilance des intellectuels antifascistes? Est-ce que c'est un tournant dans l'histoire des intellectuels? Je n'ai pas pensé en ces termes, mais j'ai envie de dire oui. Je pense que c'est une situation exemplaire dans laquelle un grand créateur intellectuel se trouve mise à mort. Bon. Et donc, il pose par son existence même la question de la liberté intellectuelle, et il la pose aussi par sa réaction à ce phénomène. Bon. Donc, et par les réactions de solidarité qu'il suscite, et par la contagion de la solidarité qu'il engage. Bon, cela dit, je pense que ce n'est pas assez. Voilà, c'est-à-dire, je crois que si nous avions des structures un tout petit peu plus puissante de mobilisation, nous ne devrions pas tolérer une seconde de plus que Salman Rushdie soit abandonné à des défenses spontanées. Il devrait être le centre d'un dispositif défensif, lui et puis tous les autres, parce que là, je répète, Jacques Derrida l'a dit tout à l'heure, je pense que le seul défaut du cas Rushdie, c'est qu'il éclipse les autres. Bon. Et il l'a dit lui-même, donc je peux le redire, il éclipse les intellectuels moins fameux, il éclipse les anonymes qui se font tuer sur le même modèle. Bon, ça, je pense que c'est très important, et que donc il faut élaborer l'analyse de ce modèle de terrorisme international dirigé contre les valeurs, parce que je pense que c'est important de savoir que ce qui est visé, peut-être tout à l'heure j'ai donné une explication trop intellectualiste, mais enfin il est certain que ce qui est visé dans Salman Rushdie, ce sont des valeurs intellectuelles, et que les gens qui opposent à Salman Rushdie des valeurs religieuses, un sacré, attendent à un autre sacré. Et bon, sans faire de la grandiloquence, bon, il y a derrière Salman Rushdie, il n'y a pas simplement il y a plusieurs siècles de lutte intellectuelle qui ont rendu possible une œuvre de liberté intellectuelle comme la sienne. Donc, et il y a des valeurs extrêmement importantes. Nous avons des choses à opposer aux ayatollahs. Et je pense que c'est important de faire entendre ça au peuple musulman qu'on abuse, qu'on mystifie, auprès de qui on discrédite ces valeurs en les assimilant à l'Occident. Et il faut arriver à dissocier les valeurs de liberté, de libre pensée. Il y a eu ce mot magnifique de libre pensant. Il faut dissocier les libres pensants de l'Occident. Il y a des libres pensants dans l'islam. Les maîtres à penser de l'islam ne sont pas tous des ayatollahs. On a dit islamistes, il faut distinguer islamiste et islamique. Par exemple, voilà un travail que doivent faire les intellectuels occidentaux. Apprendre, rappeler à ceux qui l'oublient, les distinguos verbaux qui sont très très importants. Il y a des gens qui sont morts pour la liberté islamique. Et il y a parmi les gens qu'on tue tous les jours de formidables croyants islamiques. Moi, je vais parler d'un exemple très personnel. Monsieur Boukhobza, qui est un sociologue, on parle toujours aux écrivains, mais les sociologues meurent beaucoup. Ils sont souvent les premiers visés par les régimes fascistes au Chili et ailleurs. Monsieur Boukhobza était un très 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 bon musulman. Et c'est un homme qui a été tué en Algérie tout récemment. Il a été égorgé de manière quasi rituelle. Bon, et cet homme avait incarné les valeurs spirituelles les plus hautes de l'Occident, et en même temps il était un extraordinaire musulman. Voilà, ça je pense que c'est quelque chose on ne doit pas laisser se faire ces dichotomies, et là je pense que nous avons un rôle à jouer. Par exemple, je suis très très heureux de pouvoir dire ça. Je pense ça tous les jours quand je vois la radio, la télévision, je souffre, je suis furieux de voir ces petits présentateurs gominés qui font tous les glissements verbaux. Et je suis très très heureux de dire ça.
Je rappelle quand même pour Pierre Bourdieu que le dernier présentateur, la dernière personne tuée en Algérie est un présentateur de télévision. Mais simplement, ce que je veux dire par là, quand je parlais du tournant des intellectuels, vous y avez en partie répondu. C'était le premier d'une liste étant Salman Rushdie, mais d'autres ont suivi en Algérie. Aujourd'hui, c'est évidemment l'affiliation, le rapprochement que vous faites. Christian Salmon, quand Pierre Bourdieu a évoqué cette question, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la publication du livre dont vous êtes le responsable. J'allais dire, vous avez écrit pour Rushdie et la contribution d'auteur à la cause Rushdie. Oui, j'ai beaucoup aimé ce que vient de dire Pierre Bourdieu, parce que je crois que l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Salman Rushdie, et qui est au fond l'affaire d'un homme, fonctionne comme un piège. C'est-à-dire que tous ceux qui défendent Salman Rushdie sont identifiés aux valeurs de l'Occident contre l'Orient, et il faut déminer ce piège. Parce que, au fond, le combat pour Salman Rushdie et pour tous les écrivains qui sont menacés, il faut le reconstituer comme un combat pour des valeurs qui sont les valeurs de la littérature, qui sont les valeurs de la pensée, de la libre pensée. Alors ce livre, justement, que nous avons publié en coédition avec La Découverte, avait comme objectif politique très clair de montrer que les défenseurs de Salman Rushdie ne sont pas seulement des mécréants ou des gens étrangers au monde islamique, mais qu'il y avait dans le monde musulman, dans le monde arabe en général, des intellectuels qui pouvaient prendre parti dans cette affaire. Et je crois que la démonstration a été faite. Et d'une façon générale, je dirais que je suis très heureux ce soir. Il y a plus de 200 auteurs. Il y a 100 auteurs. Oui. 100 auteurs. Ce qui me rend très heureux ce soir, c'est que Salman est parmi les siens. Et que, loin d'éclipser les autres, je crois qu'il devient le symbole actif d'une chose qu'on ne peut plus supporter, c'est que des écrivains, des intellectuels se fassent assassiner devant des politiques embarrassées, en Europe, en Occident, comme en Orient, qui font leur compte, et qu'un intellectuel soit en quelque sorte l'otage de ce chantage commercial, diplomatique, politique. Ce qu'a dit Catherine Trottmann tout à l'heure aussi, je trouvais très important. C'est le signe d'une vitalité. Nous ne sommes pas les combattants défensifs. Il faut passer à l'offensive, et l'offensive, c'est pas forcément l'offensive contre les intégristes, c'est l'offensive pour des valeurs, c'est l'offensive pour le dialogue. Il faut que ces écrivains qui n'ont plus de patrie, qui n'ont plus de refuge, puissent devenir citoyens d'honneur ou de différentes villes européennes, et que ces villes se reconnaissent comme, après tout, cette République des lettres dont on a tant parlé. Il faut que nous lui donnions une existence. Et c'est, je dirais, l'utopie de ce Parlement international des écrivains, qui, je crois, ce soir, pouvoir l'annoncer, est bien né. Il est là. Il est là, et d'ailleurs, pour en manifester la traduction, on va essayer de renouer avec le fil de cette émission pour vous présenter le dernier reportage, reportage en images, donc qui est consacré à cette initiative, explication sur ce qu'est le Parlement des écrivains. J'espère que Michel Herman aura eu le temps de... non, on me fait signe qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir... Mais évidemment, tout ceci, et vous l'avez remarqué, extrêmement improvisé. On va essayer de patienter encore un petit moment pour essayer de voir. Mais peut-être, Christian Salmon, puisque vous êtes parti sur l'initiative du Parlement, nous dire, ah, on me dit que c'est parti. Eh bien, c'est parti, allons-y. Voilà, je vous avais dit que c'était improvisé. Pour que cesse l'horreur, les intellectuels se mobilisent. Ils sont près de 300, grands noms de la littérature contemporaine. Ils veulent créer un Parlement des écrivains. Une tribune, sorte de contre-pouvoir critique, mais qui ne relèverait pas de l'ordre politique. Une internationale des intellectuels, en étant au-delà des espaces nationaux, elle garantira ainsi la liberté. L'idée d'un Parlement n'a rien de révolutionnaire. Déjà en 1940, Hermann Broch appelait à la création d'un Sénat mondial des esprits. Car de tout temps, les intellectuels ont été poursuivis, censurés, arrêtés, emprisonnés, torturés, menacés de mort, exécutés. Pour les écrivains réunis à Strasbourg, il y a urgence. Urgence pour ceux d'Alger, de Sarajevo, mais aussi de Turquie, d'Amérique latine ou de Chine. Dans le monde, en moins de 6 mois, 53 intellectuels ont été tués. Que sera ce Parlement des écrivains? Pourra-t-il, lui, ce que la politique ne peut pas? Sur le concept même, les écrivains s'affrontent. Cette assemblée va se doter d'une charte, d'un nom. En janvier, il doit siéger à Sarajevo. Mais attention, Toni Morrison l'a rappelé, place au véritable engagement et non à la gesticulation médiatique.
Salman Rushdie, vous venez de voir ce reportage, vous venez d'entendre ce que vient de dire Christian Salmon sur ce Parlement, déjà là. C'est aussi cette sensation que vous avez éprouvée aujourd'hui en vous trouvant parmi vos pairs? Oui, tout à fait. J'étais d'ailleurs l'un des signataires de l'appel à la création de ce Parlement. Il est donc très agréable de pouvoir assister à l'une de ces sessions. C'était un plaisir rare de pouvoir être ici, d'écouter des écrivains, se chamailler, être en désaccord les uns avec les autres. C'était un grand honneur et c'est très important pour moi d'être à Sarajevo. Non, à Strasbourg, pas à Sarajevo, à Strasbourg. Parce que, en un sens, Strasbourg représente un des cœurs de l'Europe, et si nous discutons de défendre les valeurs essentielles de l'Europe, Strasbourg est un endroit très bien choisi. Et après cette tentative d'assassinat de William Norgard, de l'éditeur norvégien, je crois qu'il était très bon de pouvoir ici se réunir. Il n'est pas acceptable que d'autres gens soient tués. Ça n'est plus acceptable. Et ce que je voudrais dire, c'est une idée un peu étrange, mais ce qui s'est passé dans mon cas présente une similitude et une différence avec d'autres cas. La similitude, c'est qu'il y a beaucoup d'autres gens, beaucoup d'écrivains persécutés. On les accuse dans le monde islamique des mêmes crimes que moi. Si vous regardez les attaques contre Tarjot en Algérie, contre des écrivains en Égypte, en Turquie, au Bangladesh ou ailleurs, eh bien vous voyez que les attaques sont mot pour mot les mêmes qu'on porte contre moi. C'est anti-musulman, c'est blasphématoire, etc. C'est comme les chevaliers de l'Apocalypse. C'est comme le langage de l'Inquisition. Et puis, ce qui m'arrive, ça n'est pas quelque chose d'unique. Beaucoup d'autres écrivains sont frappés de la même manière, mais ne sont peut-être pas capables de se défendre. Moi, j'ai plein de policiers ici qui me défendent. Les autres, non. Ils n'ont personne pour veiller à eux et souvent se font assassiner. Alors, je suis dans une situation assez inconfortable. Je suis un symbole. Dire aux gens, bon, je ne me sens pas symbolique, je me sens bien réel. Voilà qui compte. Naturaliste, même, comment dire. Je ne suis pas métaphorique, mais bel et bien vivant. Alors, être dans cette position signifie que je peux utiliser des moments tels que celui-ci pour attirer l'attention des gens sur ces autres cas. Et autre fait étrange, et qui tient à cette différence dont je parlais entre moi et les autres, je crois qu'il y a ici l'invention d'une nouvelle forme internationalisme de terrorisme. Les années 70, c'était l'année des enlèvements, des détournements d'avions, puis il y a eu la période des otages. Maintenant, on a une nouvelle forme de terrorisme. Terrorisme télécommandé par édit, par décret, et par proposition d'une grosse somme d'argent. Chose facile à faire. Et ce que je dis depuis près de 5 ans maintenant, c'est que si on invente une nouvelle forme de terrorisme, et si on voit que cette forme est efficace, elle se répétera. La seule façon d'éviter qu'elle se répète, c'est de montrer qu'elle est incapable d'atteindre ses fins. Alors, des choses se répètent depuis des années. Ça montre que ça marche. Alors je dirais que dans d'autres pays, des intellectuels, des écrivains qui ne partagent pas la religion, des extrémistes locaux, font également l'objet d'une fatwa. On offre de l'argent pour les faire tuer. Alors je crois que c'est là un problème qu'il faut essayer de résoudre une fois pour toutes, sans quoi il se répétera. Elena Kafi, oui. Merci beaucoup. Un mot dans le sens, c'est pour dire, mais c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça, je ne vais pas prendre la parole à tout le monde. Au lieu de sataniser l'islam, ce que veulent certains intégrismes d'autres bords, montrons les vrais satans de l'islam, qui sont les mollahs là-bas. Montrons-les. Et en un mot, pour encore revenir à ce que disait Christian Salmon, je demande à tous ici présents et à tous ceux qui nous écoutent, dans le livre pour Salman Rushdie, au moins de lire l'article d'un ayatollah chiite, croyant, et qui a défendu Salman Rushdie, qui l'a défendu d'ailleurs 2 jours après la fatwa. On comprend que ce n'est pas un problème de l'islam. Toni Morrison, il n'y a pas
semble-t-il, vous me direz si je me trompe, il n'y a pas de tradition, je crois, d'engagement collectif des intellectuels nord-américains de même type du type d'engagement auquel on assiste aujourd'hui en Europe, ou de celles qui ont pu se manifester au cours des années 30, par exemple, en Europe. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative, Parlement des écrivains, peut avoir un quelconque impact sur l'intelligentsia américaine? I would imagine so. Oui. I think the connections Oui, je pense. are already there. Je pense que les liens existent. Between Europeans. Bon, il existe effectivement des relations entre écrivains américains et autres. Ces liens se renforcent de plus en plus. Alors, ce qu'il manque peut-être maintenant, c'est une mise en forme. Il faut que ça s'articule. You know, it's sort of like the civil rights movement. The people didn't really come from the north down there, and je pense maintenant effectivement qu'il faut aller plus loin. Bon, jusqu'à présent, certaines choses se sont passées comme ça. Maintenant, bon, il faut que les choses s'organisent. Le sol est fertile. Et je pense effectivement que l'on pourrait assister à un mouvement de masse. Et je pense qu'il y a de toute façon ce qui sous-tend une telle action. Je pense que la population est réceptive. Et oui, je pense que cela vaut dans ce domaine comme dans d'autres. C'est peut-être une question de stratégie, mais c'est moins ce qui m'intéresse d'ailleurs, je dois dire. Bon, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est les options que prennent les gens, les petits gestes qu'ils font pour sauver telle ou telle chose, les petits actes qu'ils font dans une situation donnée, les résultats que cela donne. Bon, je ne pense pas que tout le monde soit obligé de faire la même chose et je ne suis pas sûre qu'il y ait une stratégie globale que l'on applique à différentes formes de terrorisme, par exemple. Bon, l'artiste a un rôle particulier à jouer. Bon, il peut introduire une nouvelle pensée, et, il fait éclater certaines choses, il permet l'émergence de nouvelles solutions. Et bon, bon, il y a les solutions en termes politiques, il y a d'autres solutions. Bon, il faut faire un peu, il faut distinguer. Je veux dire, il y a les relations entre États, il y a un certain nombre de types de relations qui sont indispensables, qui sont nécessaires. Et il faut veiller, d'ailleurs, il faut faire pression pour que certaines situations intolérables cessent d'exister. Les intellectuels, quant à eux, ont un autre rôle à jouer, doivent faire quelque chose de créatif, me semble-t-il. Alors, je dois dire que tout cela me fait réfléchir. Et bon, je vois maintenant cette initiative américaine. Je ne sais pas s'il faut un pendant une initiative américaine, mais il faut qu'il se passe quelque chose partout dans le monde. Merci, Toni Morrison. Christian Salmon, j'imagine que l'initiative a réussi au-delà de toute espérance. À la fois ce plateau que vous avez rassemblé ici, cet élan que vous avez donné à ce Parlement. Quel rendez-vous maintenant? Écoutez, ça a réussi, nous sommes tous là, nous avons travaillé 2 jours et demi, il ne faut pas non plus dire que tout est parfait, qu'on a trouvé la forme, que je crois qu'il y a beaucoup de discussions à avoir. Ce qui s'est passé, c'est que la discussion s'est engagée. Je crois que ce qui a uni tout le monde, au-delà des divergences légitimes, compte tenu du peu de temps qu'on a eu pour discuter, c'est la nécessité d'une organisation. Les rendez-vous vont se continuer. On n'a plus besoin aujourd'hui, avec les moyens techniques, de se réunir tous les jours pour travailler. Je crois que tous les écrivains qui ont été présents ici sont membres d'une constellation, que cette constellation, elle doit être le plus plurielle possible, qu'elle doit défendre les valeurs du multiculturalisme. Nous avons sur ce plateau quelqu'un comme Édouard Glissant qui défend depuis 25 ans les créolisations, quelqu'un comme Salman Rushdie qui a décrit une langue tropicale, et quelqu'un comme Toni Morrison, pour prendre 3 exemples, qui a transformé le passé, comme elle le dit, en faisant découvrir ce qu'était que l'esclavage. Je crois que cette très grande diversité, c'est aussi la prise de conscience d'une communauté mondiale des écrivains. Et c'est ça que nous devons maintenant avancer, c'est dans cette direction que nous devons aller. Un embryon en tous les cas.
Un peu plus qu'un embryon, disons un tout petit enfant. Voilà. Voilà, écoutez, j'imagine à moins que Salman Rushdie ou d'autres personnes en quelques mots et à conclure sur ce plateau. Salman Rushdie, je vous remercie d'être venu. Madame, messieurs, je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Arte, chaîne européenne, il était normal qu'elle accueille un parlement européen des écrivains. Je dois dire que nous en sommes fiers. Nous n'avions pas prévu que cette émission se passe de cette façon, mais croyez que c'est quelque chose que nous acceptons avec plaisir. Un parlement international des écrivains, non pas un parlement européen des écrivains. Je prie mes camarades du 8,5 de me pardonner pour ce retard. Je remercie toute l'équipe, à la fois du 8,5 et de Transit, qui a participé pour mettre en place cette émission. Vous avez vu, ce n'était pas très facile, et je donne rendez-vous aux téléspectateurs donc pour mardi prochain, pour le prochain Transit. Donc à 20h40, nous serons à Berlin pour les célébrations du 4e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Voilà, bonsoir, à bientôt. Merci.